Bonjour à tous chers abonnés spectateurs, aujourd'hui la partie 2 de notre scénario de pandémie mondiale. Alors souvenez-vous, dans l'épisode précédent, nous avions présenté le virus préhistorique et commencé l'histoire de la pandémie monstrueuse qui va s'abattre sur l'humanité en 2030 dans un contexte de réchauffement de la planète. Après avoir infecté la quasi-totalité de la population de la ville de Krasnoïarsk en Sibérie, le virus s'était dispersé par voie aérienne à partir d'infectés prenant l'avion vers les destinations de l'aéroport de Krasnoïarsk, avec en premier lieu la ville de Pékin, ainsi que les plus grandes villes russes et quelques capitales de pays d'Asie centrale. Dans la vidéo précédente, le virus avait commencé à faire ses premiers morts. La totalité de l'expédition minière dont nous parlions dans le premier épisode est complètement décédée ou alors morte de faim. Et oui, même Boris et Oleg, ça va être dur de s'en remettre, mais tenez bon, ça va aller. Et les morts se comptent par douzaines à Krasnoïarsk, ce qui a suffi à déclencher la loi martiale, ainsi que des mesures d'urgence de l'agence Rospodrebnadzor, bon j'y arrive toujours pas, jamais vu en Russie depuis la grippe espagnole de 1918. Les autorités russes commencent à être complètement dépassées par la situation. L'Organisation mondiale de la santé, immédiatement prévenue, a déclenché la phase 4 de son plan pandémie, qui consiste à contenir à tout prix le virus à l'intérieur de cette ville. Ainsi, des experts sont envoyés, une cellule de crise est mise en place pour tracer la propagation du virus. Donc avant de vous raconter comment ce virus préhistorique pourrait se propager dans le monde entier, je vais vous présenter ce que j'ai appelé l'échelle du chaos, qui va représenter les différents stades de l'épidémie dans une ville, ainsi que les événements principaux qui pourraient en résulter. C'est juste pour qu'on ait un référentiel. Et après avoir regardé la vidéo, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air pour montrer votre soutien, ça me ferait super plaisir. Cette étape correspond à la prise de conscience que le virus est présent dans la ville et qu'il commence à faire ses premières victimes. À cette étape, il n'y a que quelques morts et certains ne sont même pas encore découverts, morts comme des merdes dans leur appart. Mais l'infection gagne du terrain. Les autorités sont au courant, mais le grand public n'est informé que partiellement pour ne pas déclencher de panique. Seulement dans l'ombre, des centaines de personnes s'activent pour tracer les malades et la propagation du virus. Des centres sont ouverts par les autorités et les différentes agences gouvernementales. Alertés par l'Organisation mondiale de la santé, les autorités de chaque région russe et de chaque pays potentiellement affecté vont tenter de tracer toutes les personnes ayant pu être en contact direct ou indirect avec le virus pour les isoler. Imaginez un peu quand ils se rendent compte que le virus est contagieux lors d'une grande majorité de contacts et qu'il est extrêmement mortel. Un programme pour développer un vaccin est immédiatement mis en place par le programme Outbreak Network de l'OMS qui vise à faire converger toutes les ressources disponibles pour la création d'un vaccin et l'arrêt de la propagation de l'épidémie. Hôpitaux, cliniques privées, laboratoires, Croix-Rouge, etc. Tout ce qui a un médecin dedans est mobilisé, même les étudiants en médecine sont prévus d'intervenir en cas de manque de personnel. On peut dire merci à l'épidémie H1N1 de grippe qui a permis à des mécanismes de réponse internationaux plus réactifs d'être mis en place. Mais malheureusement, ce ne sera pas suffisant ici. Car il faut savoir qu'un vaccin met généralement plusieurs années à être créé et coûte des centaines de millions de dollars. Il est donc peu probable qu'en si peu de temps un vaccin sauve l'humanité car le virus ici est totalement inconnu. Même si toutes les entreprises pharmaceutiques voudront le créer en premier car l'enjeu financier est gigantesque. Dans notre scénario, Krasnoïarsk, la première ville infectée, est arrivée à cette étape 2, la prise de conscience et la loi martiale. Donc on va la prendre comme exemple ici. Dans cette ville, le nombre de morts y atteint plusieurs milliers, les symptômes sont présents chez plusieurs dizaines de milliers de personnes dans la ville. Impossible de cacher une pandémie comme ça, et la situation devient déjà ingérable pour les autorités qui n'ont rien prévu de cette ampleur, et qui demandent désespérément de l'aide aux pays voisins. Le matériel médical venant déjà à manquer et les réserves étant presque vides. La panique se répand parmi la population et menace de faire plonger la ville dans le chaos. Des vidéos d'hommes en combinaison stérile enlevant en plein jour des petites vieilles infectées par le virus ont fait le tour du monde, et chaque gouvernement est au courant de la situation et commence à faire l'état des lieux des solutions pour empêcher la propagation du virus. Alors pour l'instant, la vie suit son cours plus ou moins normal, mais en prévision, les autorités russes sont obligées de réagir. Elles n'ont plus le choix et sont obligées d'envoyer des unités spécialisées ainsi que l'armée pour garder le calme. Des stades entiers, des salles de concert, des gymnases sont réquisitionnés pour y mettre les malades. Un couvre-feu est instauré ainsi que des checkpoints et seuls les hôpitaux et certaines administrations vitales fonctionnent toujours à Krasnoïarsk. Les personnes bravant le couvre-feu le soir sont immédiatement envoyées dans un centre de quarantaine et rarement relâchées. Des experts internationaux sont envoyés en Russie par d'autres pays pour déterminer le degré de dangerosité et de transmissibilité du virus. Le Center for Disease Control américain nous fournit plusieurs documents intéressants sur son site qui lui permettraient en cas de pandémie de déterminer le degré de merde dans lequel l'humanité est. Et chaque agence gouvernementale a les mêmes échelles. L'OMS à ce stade-là est consciente que le virus s'est diffusé dans d'autres pays et déclenche la phase 5 de son plan pandémie. L'organisation est consciente qu'une pandémie mondiale est imminente et que toutes les mesures doivent être prises pour la ralentir. Les médias locaux et nationaux sont mis sous tutelle.
À Krasnoïarsk, internet est localement coupé, et les populations sont obligées de s'informer grâce à la télé ou la radio contrôlée par le gouvernement, qui minimise constamment la gravité de la situation. Alors que les morts s'empilent dans les centres de quarantaine et que le virus est aperçu dans de plus en plus d'endroits malgré les discours rassurants du président russe à la télé, la panique s'installe petit à petit. À Krasnoïarsk, seuls quelques milliers de personnes restent saines. Dans la plus grande ville de Sibérie, rien ne va plus. Le nombre de morts atteint plusieurs dizaines de milliers et la majorité de la population souffre des symptômes de la maladie. Les personnes encore saines ou alors guéries sont réquisitionnées pour aider l'armée et les spécialistes qui sont complètement débordés. En effet, la situation s'aggrave dans tout le pays ainsi qu'à l'international et des ressources sont demandées partout. Les moyens viennent à manquer et les corps commencent à être brûlés en pleine rue par manque de sacs mortuaires. D'immenses charniers se créent et des centaines de personnes meurent seules dans leur appartement. Les unités de l'armée envoyées sur place pour maintenir l'ordre comptent également des dizaines de morts dans leur rang, ce qui rend d'autant plus difficile de contenir tout le monde chez soi. Plusieurs supermarchés, pharmacies ou commerces sont pillés régulièrement. À l'extérieur de la ville, la situation n'est pas plus glorieuse et l'épidémie a fait ses premiers morts dans plusieurs pays que l'on pensait encore épargnés. L'OMS lance la dernière et la plus importante phase de son plan pandémie, la numéro 6, qui dit en gros « La catastrophe arrive maintenant dans le monde entier, que vous soyez prêts ou pas ». Le gouvernement russe est déplacé dans un complexe secret et dirige le pays via internet. Des barrages sont mis en place un peu partout, tous les déplacements interdits à l'intérieur de la Russie, et la loi martiale déclarée partout. À Krasnoïarsk, les mesures les plus extrêmes possibles sont mises en place. Des tas de cadavres s'empilent désormais dans les rues, même plus ramassés dans certains quartiers et rassemblés dans d'immenses fosses communes, et tout le monde est prié gentiment au bout d'un canon de rentrer et de rester chez soi. D'ailleurs, la plupart des hôpitaux ne sont tout simplement plus en état de fonctionner et sont devenus de simples mouroirs manquant gravement de personnel. Un marché noir s'est très vite improvisé autour des fournitures de première nécessité vendues par des mafieux portant des masques à gaz. Seul le camp militaire improvisé, n'acceptant aucun civil et où des experts russes et internationaux tentent d'étudier le virus, reste relativement épargné. Quelques milliers d'habitants, tous infectés, se sentant complètement impuissants chez eux et ne voulant pas mourir, se rassemblent, et à cause de quelques agitateurs qui affirment que le gouvernement leur cache des médicaments, convergent vers le QG des forces armées russes. Après plusieurs tentatives de les disperser par des fumigènes qui restent sans effet, les manifestants improvisés, encouragés par les agitateurs, foncent vers les positions de l'armée dans l'espoir d'y trouver le remède à la maladie. Le lieutenant Anatoly, chargé de protéger à tout prix le camp et les spécialistes russes et internationaux qui s'y trouvent, ordonne d'une voix tremblante de peur d'ouvrir le feu sur la foule. Après un instant d'hésitation, les balles 7,62 mm standard de l'armée russe pleuvent littéralement sur le rassemblement et fauchent des dizaines de personnes. Une étape dans le chaos est franchie et les vidéos de l'affrontement mises en ligne via une connexion pirate font le tour du monde. Alors prenons un peu de recul pour constater l'effet que les vidéos de l'épidémie auraient eu dans d'autres coins du monde. En effet, les images mises en ligne sur YouTube sont vues par des millions de personnes, l'armée russe tirant sur ses propres citoyens, le signe que quelque chose va clairement mal. Alors que Krasnoïarsk a perdu une grande partie de sa population, l'épidémie se répand partout dans le monde. L'effet est catastrophique sur le moral des gens. Malgré les avertissements des différents gouvernements, dans des endroits même pas encore touchés, des émeutes et des pillages spontanés vont se succéder. Dans des pharmacies, parfois des hôpitaux, pour récupérer des médicaments pourtant inefficaces contre l'infection. Genre on pourrait voir des abrutis qui pillent des stocks de Doliprane en pensant que ça va les sauver. Les gens vont amener leurs proches à l'hôpital pour n'importe quoi, pour un rhume, pour une angine, en pensant que c'est le virus préhistorique, ce qui conduira les services d'urgence à être complètement débordés avant même le début de l'épidémie dans certaines villes. Les médecins devant s'occuper de détecter des angines au lieu de virus, le combat contre la propagation de l'épidémie devient problématique. Les hôpitaux pourraient même d'ailleurs devenir les pires endroits où aller, car une seule personne vraiment infectée dans la foule de gens inquiets pourrait transmettre le virus à tout le bâtiment. Au pillage s'ajoutent les casseurs et l'intervention des forces de l'ordre. Alors, ça dépend des pays, mais dans une manifestation classique, c'est des lacrymos, des matraques et des grenades. Sauf que là, la plupart des autorités des pays chercheront à arrêter à tout prix le chaos pour éviter que l'épidémie ne se propage plus. Et malheureusement, les tirs contre la foule à Krasnoïarsk seront un événement qui se répétera sûrement dans de nombreux pays, et qui aggraverait encore plus la situation sociale. En gros, on pourrait avoir des villes à feu et à sang avant même l'arrivée du virus simplement à cause de la panique, des vidéos de massacres sur internet et de la censure des gouvernements. Beaucoup de policiers d'ailleurs abandonneraient tout simplement leur poste pour revenir vers leur famille et des bandes de pillards voleraient, tueraient et agresseraient des personnes pour de la nourriture ou des médicaments. Il faut savoir que dans la panique et voyant que le gouvernement ne peut rien faire contre le virus, de nombreuses personnes se tourneront vers des gourous, des leaders charismatiques, des religieux, des blogueurs,
qui pourrait leur promettre tout et n'importe quoi, et surtout n'importe quoi d'ailleurs. Suicides collectifs, faux médicaments et remèdes, fausses rumeurs, rituels, des exodes collectifs pourraient même avoir lieu à cause de personnes pensant qu'un endroit est plus sûr qu'un autre, ce qui paradoxalement propagerait la pandémie encore plus. Des fake news seraient propagées à une vitesse hallucinante et pourraient parfois même prendre le pas sur les infos des gouvernements. On pourrait voir des émeutes, des morts et des millions de blessés déclenchés par des trolls sur internet. Dans cette situation, plus que jamais, le virtuel aura des impacts directs sur le réel. Des criminels et des agitateurs politiques pourraient profiter de la panique pour même lancer une lutte armée contre les autorités alors qu'elles sont à leur plus mal. À ce niveau, certains pays partiraient totalement en couille, comme à Krasnoïarsk où la situation n'est plus du tout sous contrôle. Alors que les portes de la prison ont été ouvertes et ont laissé s'enfuir des centaines de criminels dans la nature, le lieutenant Anatoly et ses troupes sont désormais encerclés par des milliers de civils plus ou moins armés persuadés que le médicament est à l'intérieur de leur camp. Des combats font rage dans toute la ville et ajoutent au chaos ambiant. Dans la banlieue de Krasnoïarsk, alors que des cadavres s'empilent, que les civils tirent sur l'armée, que l'armée tire sur les civils et que l'électricité ne tourne qu'une heure par jour, Vassili, un hacker qui a mis en ligne les images du chaos, vient de constater avec ravissement qu'il a dépassé 1 million d'abonnés sur YouTube en 48 heures et se demande si, malgré tout, il recevra quand même son trophée après l'épidémie. Alors même un super virus préhistorique comme celui-ci aurait ses limites, en tout cas pour un moment. Même si la structure est inconnue, la diversité génétique des humains aurait tout de même laissé bon nombre de survivants, du moins jusqu'à la prochaine mutation. Ainsi, le compte des morts atteint 70% à Krasnoïarsk, la première ville touchée par l'épidémie, mais le compte des victimes ne s'arrêtera sûrement pas ici. La ville est désormais en plein chaos, des dizaines de milliers de personnes ont préféré fuir à pied, en voiture, de la ville, fuyant la maladie, la famine et les combats. Des embouteillages monstrueux en ont forcé certains à s'enfuir à pied pour mourir sous le soleil écrasant dans la nature. Parmi les survivants, une atmosphère de guerre civile règne. Des groupes armés, principalement composés de criminels échappés de prison, tiennent certaines parties de la ville tandis que les militaires restent retranchés dans leur camp. Tous les militaires montrant un petit signe de l'infection se voient jetés dehors pour éviter de contaminer le reste. Après avoir épuisé et pillé toutes les ressources disponibles, les gangs armés de criminels ou de civils commencent à se battre entre eux ou à tenter leur chance à la campagne. En 4 mois, la société a révélé ce qu'elle avait de pire et la violence est monnaie courante. La nourriture est inexistante, l'eau rare, et quand les gens ne meurent pas de maladie, c'est de violence ou de famine. Le virus ayant déjà fait un beau travail, avec 70% de victimes, les humains vont compléter le travail en faisant monter ce chiffre à 85%. Sur 1 million d'habitants, 4 mois après le premier infecté, seuls 40 000 survivent péniblement dans la ville. Le reste étant soit mort, soit enfui. La centrale nucléaire de Krasnoïarsk va également poser de gros problèmes car éteinte à la hâte. En effet, le réacteur central se met à chauffer dangereusement et les risques de contamination radioactive sont très grands. Les habitants restants sur place ont à subir le début de l'hiver sibérien qui n'en épargnera que peu. Il est probable que dans ce scénario, d'ici le mois de juin, la ville soit complètement morte de faim ou de froid. Ah oui, et puis les animaux qui sont immunisés à la maladie se seraient fait soit bouffer, soit seraient retournés à l'état sauvage. Toutes les étapes que je viens de vous décrire ne valent pas que pour la ville de Krasnoïarsk. En Sibérie, il est probable que tous les pays du monde aient à faire face à des situations pareilles, plus ou moins aggravées par la situation locale. En cas de pandémie aussi violente que celle du scénario, des Krasnoïarsk, il y en aura plein et dans le monde entier. Alors ici on va prendre du recul et voir comment le virus serait propagé dans le monde, si des zones seraient épargnées et les effets plus globaux de la pandémie, etc. Alors une pandémie de ce genre se serait propagée partout. Souvenez-vous, dans notre dernière vidéo, après Krasnoïarsk, le virus arrivait à Pékin. Aurait-il été possible de le stopper à partir de là? La réponse est non. En gros, la période d'incubation aurait été trop longue avant que les Russes ne se rendent compte du danger, et Pékin, ville reliée au monde entier, aurait diffusé le virus à la Terre entière par air, mer et terre. La mondialisation des échanges commerciaux aujourd'hui aurait été encore plus forte en 2030, et bientôt toutes les zones reliées de près ou de loin au commerce international auraient été infectées. Selon ce bouquin de Éric Leroy sur la grippe espagnole, alors je vous en lis un extrait, la progression du virus fut foudroyante, des foyers d'infection furent localisés dans plusieurs pays et continents à la fois en moins de 3 mois, et de part et d'autre des États-Unis en 7 jours à peine. Voilà, et ça c'était en 1918, pour la grippe espagnole, alors imaginez aujourd'hui, avec le développement des transports. Qui aurait pu être épargné? On peut penser à certaines régions très mal reliées au reste du monde, isolées, des petites îles du Pacifique, des peuples ou des tribus n'ayant que peu de contact avec l'extérieur, qui seront d'ailleurs de moins en moins nombreux dans le futur, ou bien des pays ayant eu le temps de voir venir et de mettre en place un blocus total des frontières terrestres, maritimes et aériennes les premières semaines de la pandémie. Et là, surprise, aucun pays ne ferait ça. Le monde étant de plus en plus interconnecté, il y a le choix entre stopper les échanges et niquer l'économie, ou bien stopper la pandémie.
Alors au bout d'un moment, on n'a plus le choix, mais tant qu'on peut ne pas perdre de l'argent, on le fait. Et ce sera seulement quand les morts se compteront par milliers que la plupart des pays du monde auront fermé leurs frontières, mais bien trop tard. Des endroits comme les bases scientifiques en Antarctique ou alors la Station Spatiale Internationale auraient sûrement été épargnés, c'est logique, mais aussi très sûrement oubliés, et donc condamnés à mourir. Alors par contre, certains pays auraient pu contenir l'épidémie plus longtemps, ainsi que sa propagation, et mieux que d'autres. Surprenamment, certains pays très pauvres, mais ayant déjà subi des épidémies comme Ebola ou Zika, pourraient réagir rapidement et avec expérience au virus. Je pense à certains pays d'Afrique, comme la Mauritanie ou le Nigeria. En effet, pour ces populations, les épidémies font partie de leur quotidien, alors que les pays plus développés, comme les États-Unis ou ceux de l'Union Européenne, n'ont pas connu d'épidémies d'ampleur depuis des dizaines d'années. Le problème n'est donc pas la réponse du gouvernement, qui sera bien sûr plus efficace dans les pays développés, mais le problème viendra plus des populations. Je vais prendre un exemple. Durant l'épidémie d'Ebola, en Sierra Leone, le gouvernement a demandé à ses citoyens de rester 3 jours entiers chez eux pour limiter la propagation de la maladie, tandis que des équipes de médecins faisaient le tour des habitations. Maintenant, imaginez un peu l'horreur si, en France, un ministre de la Santé essayait d'implémenter ça. Mais je plains ce mec, personne ne resterait chez soi, personne n'aurait conscience du danger, tout simplement car nous ne l'avons jamais expérimenté pour de vrai. Les seules épidémies que nous connaissons, moi compris, viennent des médias et sont dans des pays lointains dont nous ne connaissons même pas le nom. D'ailleurs, le Sierra Leone, est-ce que vous savez le placer sur une carte? Selon moi, dans les pays développés, de nombreuses personnes n'auraient même pas conscience du danger mortel qui pourrait leur tomber dessus. Et quand les Parisiens se mettront à crever les uns après les autres du virus préhistorique et pas de la pollution pour une fois, lol, il sera trop tard pour rester chez soi. Alors ne nous emballons pas non plus, il est probable que la France s'en sorte bien mieux que le Sierra Leone durant une épidémie de cette ampleur. Mais par cet exemple, je voulais aussi démonter certaines idées préconçues comme quoi les pays pauvres sont incapables de réagir correctement en cas de pandémie. Certains ont au contraire une expérience que nous n'avons plus. Il faut être réaliste et se dire que de toute manière, rien n'est prêt pour contenir une pandémie pareille. Le nombre de lits, d'équipements, de préparation ne serait même pas suffisant pour les pays d'Europe, l'Australie et les États-Unis qui sont les mieux préparés. Alors imaginez un peu pour le reste du monde. Est-ce que vous saviez que les grandes banques et les grands acteurs économiques avaient des plans de prêt en cas de pandémie globale? Bah maintenant vous savez. Alors ce sont principalement des documents listant des bonnes pratiques, surtout pour les assurances-vie, sans blague, ou les centres financiers, pour préparer l'après-pandémie. Mais maintenant je suis tombé sur une étude d'une certaine Victoria Fan, de l'université de Hawaï, reprise par l'OMS qui calculait les pertes financières en fonction du nombre de morts. Selon elle, 700 000 victimes par an de pandémie veut dire 500 milliards de dollars en manque à gagner. Donc faisons un petit calcul, si l'épidémie fait 70% de victimes dans le monde, avec 8,5 milliards d'humains en 2030, on arrive à environ tant de dollars, ce chiffre de pertes financières. Donc trop, beaucoup trop, en gros des dégâts tellement gigantesques qu'il est absolument impossible de se préparer, et d'ailleurs le système économique mondial aurait été complètement détruit. Comme on l'a vu avec Krasnoïarsk, il faut rajouter aux victimes de la maladie les morts dues aux autres maladies, à la famine, aux violences, etc. Avec une pandémie aussi violente que ça qui n'épargne aucun pays, le monde reviendrait sûrement à sa population des années 50, c'est-à-dire 2,5 milliards d'individus, et sa population des années 1900 si on rajoute les morts d'autres causes, c'est-à-dire 1,5 milliard d'habitants. La nature reprendrait ses droits un peu partout. Et d'ailleurs, le virus pourrait muter pour devenir plus résistant et adapté à ces nouvelles conditions. Les conséquences écologiques de la disparition des humains seraient nombreuses, l'abaissement de la température, l'arrêt total du réchauffement climatique, mais aussi l'abandon des infrastructures critiques comme des centrales nucléaires ou alors des armes nucléaires même, qui provoqueraient des pollutions énormes dans certains endroits. L'humanité, au bord de la destruction, a payé très cher sa recherche effrénée de ressources, et d'ailleurs dans ce monde-là, les survivants envient très fortement les morts. Même si un vaccin avait fini par être développé, cela aurait sûrement été beaucoup trop tard pour éviter tous les morts. Alors la vidéo est déjà très longue, mais en l'écrivant, je me demandais tout de même à quoi ressemblerait le monde après cette pandémie. Quels seraient les pays survivants, les rapports de force, quelles seraient les régions désertes ou sinistrées, l'humanité arriverait-elle à revenir à son niveau de technologie d'avant l'épidémie? D'ailleurs, l'humanité survivra-t-elle tout court? Je vous propose donc de mettre en commentaire tous vos scénarios d'après-pandémie que je lirai avec attention. Je ferai d'ailleurs peut-être, éventuellement, une vidéo sur la suite de ce scénario. Si vous avez aimé mon travail et que vous voulez soutenir la chaîne, rappelez-vous que je dispose d'un Utip où vous pouvez me donner un peu de votre temps en regardant une pub de 30 secondes, ce qui me donnera 5 centimes. En tout cas, si vous avez aimé mon travail, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Je suis très actif sur les réseaux sociaux, surtout Twitter, donc n'hésitez pas à me rejoindre dessus. Et en attendant, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.